J'aimerais tout d'abord honorer les non-humains qui ont séjourné sur le territoire de la Grande Tortue pendant les millénaires. En particulier, nos ancêtres qui ont foulé le sol d'Ojage ou des Nong, des nations iroquoiennes et algiques de l'île de Montréal, et déjà de créer un espace interculturel d'échange de savoir-faire, dans un savoir-être éthique avec quelques petits conflits de temps en temps, mais toujours à la recherche d'alliances et de paix. L'île de Montréal a été aussi un refuge pour toutes les nations venues des 4 directions de la Terre, selon le récit de l'arbre de vie, qui a été ma grande inspiration dans ma vie et au cœur de ma démarche d'artiste pédagogue. Alors, Bujigibesa Indégenekas. Anishma Bekwe, c'est long, ça, bon, voilà. Anishma Bekwe Menoakta. Juan Kikushikwe. Aji Jack, Ododen. Shindor. Chinigwacha Mireya, qui a organisé ce colloque sur le trans et qui m'a mis complètement au défi avec cette question-là. Et je suis heureuse d'être parmi aussi des connaissances, mes sœurs Fadila, Aïcha et tous les autres A et les autres O qui sont ici présents aujourd'hui. Alors ça, c'est mon pedigree, ça a déjà été raconté, mais la chose la plus importante, c'est la petite fille qui est ici, dès l'âge de 3 ans, qui a pris conscience de l'immensité des connaissances de l'arbre de vie et qui, de façon intuitive, voulait tout simplement, chaque soir après le souper, aller lui chanter une chanson avec son tewegan, le tambour, qui est un moyen intermédiaire de communication entre le monde visible et invisible, entre les non-humains et nous, les humains, mais avec aussi tous les êtres vivants de la création du monde minéral, végétal, animal, et bien sûr nos ancêtres, qui sont partout à la fois, et ça comprend ce qu'on appelle dans notre langage les habitants incorporels de la forêt. Alors moi, je me suis posé la question, toujours en essayant de répondre aux exigences de Mireya, dans tout ce que j'ai fait, moi, dans cette panoplie d'activités que j'ai mis en place pour, entre autres, le dialogue interculturel, qui est déjà assez difficile, le dialogue interculturel, interreligieux, interdisciplinaire, intergénérationnel, c'est un gros défi à l'heure actuelle. Et puis, nous mettons en place toutes sortes de processus pour permettre d'abandonner nos idées préconçues, nos préjugés, nos présomptions. Et il y en a de toutes les sortes qui sortent de tous bords, de tous côtés, au fur et à mesure qu'on avance dans ce beau pays du Canada et aussi à l'extérieur. Alors, imaginons déjà dans cet espace interculturel, quelles sont les questions qui peuvent devenir France à un certain moment donné. Il y a des choses qui réussissent, il y a des choses un petit peu moins. Il semble que peut-être du fait que mon territoire à moi était davantage dans un monde, ce qu'on appelle entre le rêve, la vision et la forêt, que ça m'a peut-être sans doute prédisposé à percevoir le monde ou une cosmovision de façon circulaire, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose d'automatique, d'acquis pour tout le monde. C'est vraiment une prise de conscience de se sentir comme faisant partie d'un monde en interrelation. Et ça peut arriver à n'importe quel moment dans notre vie, en termes de prise de conscience. Mais même si on a cette vision du monde en interrelation, qui est circulaire, ça demeure quand même un défi de fonctionner et de s'adapter dans un monde dont le paradigme est complètement l'opposé et qui est plutôt sous une forme historique linéaire. Alors de là, un peu les conflits qui
fait que parfois l'expérience peut être trans, mais parfois pas du tout. Trans, c'est comme ça irait au-delà finalement des frontières humaines, des blocages qu'on a mentionnés tantôt, quelque chose qui libérerait complètement l'énergie créatrice et qui ramène l'être humain dans son essence, à l'état pur. Alors, là, je me suis posé la question, dans tout ce que j'ai fait, moi, comme type d'expérience, d'atelier, de formation inter, quelles sont ces expériences interparadigmatiques qui me permettent de voyager d'un monde à l'autre et me permettent de continuer à transmettre. Transmettre quoi? On transmet avec notre propre bagage ce que nous sommes, d'où nous venons dans un premier temps, et ainsi que les valeurs et les choses qu'on a pu avoir acquis en cours de route. Alors, tout ça devient comme une sorte de synthèse, de bouillie, de soupe, qu'on espère bonne à manger, à partager avec tous les peuples de la Terre. Alors, des savoirs, des savoir-faire, mais le plus important, dans un savoir-être éthique, dans une ouverture de cœur et d'esprit totale, comme un enfant avant d'avoir commencé l'école. Alors, et ça, il faut constamment travailler sur soi pour garder, je dirais, cette pureté, cette innocence de l'être en rapport avec les autres. Alors, nous sommes dans ce contexte inter-trans qui parle de la relation avec la nature, de toute subtilité. Alors, du côté autochtone, on qualifie notre science comme étant, on l'appelle comme ça, la science de la subtilité. Alors, ça, c'est un terme fort intéressant. Si vous notez ça, vous ferez des recherches là-dessus, vous allez tomber notamment sur un auteur Kahete, Grégory Kahete, qui explique vraiment de façon formidable la différence même entre la physique quantique, qui se rapproche de la science de subtilité, mais la science de la subtilité avec des caractéristiques particulières autochtones, dont aussi Vosne de Laurier avait apporté aussi dans ses recherches et dans ses livres. Donc, moi, je pars quand même d'un bagage interculturel par mes racines anciennes. Et la première des choses sur le territoire, c'est de se mettre à l'écoute et en observation, qui nous permet ensuite d'expérimenter la matière-esprit. Toute matière comporte une énergie, ce qu'on appelait monnaie d'eau dans notre langue autrefois, donc comme une sorte d'âme, d'énergie, de quante, etc., etc. Et cette expérimentation-là de la matière-esprit nous amène dans une petite tête d'enfant entre 3 et 5 ans, là, avant l'école, d'arriver à exprimer ces expériences-là par des signes pensés. Ça se traduit par des images, des pictogrammes, une sorte de langage qui se définit graduellement comme ça et qui plus tard va devenir une expérience artistique durant ma vie professionnelle et qui va bien sûr être davantage élaborée sur le plan symbolique. Donc, j'ai parlé de cette conscience innée de monnaie d'eau. Donc, des enfants déjà en bas âge ont cette conscience de quelque chose qui est tout puissant, qui régit les forces de l'univers et dans lequel, lui, l'enfant, dans sa petitesse, se retrouve au cœur de toute cette création, de toutes ces puissances, qu'il ne comprend pas encore de façon intellectuelle, mais qu'il ressent énormément avec son corps, à travers le corps, le cœur, et à travers toutes ces expériences matière-esprit. Et l'enfant développe dans son relationnel avec le monde minéral, végétal, animal et ses ancêtres, ce qu'on appelle un sens d'apparentement qui va lui permettre de construire son identité. L'ancrage peut être plus ou moins solide, dépendamment de son milieu familial, culturel, communautaire, et s'il a vécu aussi des traumatismes en bas âge. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque enfant est accompagné d'intermédiaires qui le guident, qui le protègent à travers les symboles de la nature. Donc, on appelle ça des apparentements ododèmes chez nous.
ce qui est apparenté à. Alors, mon autodème, je vous l'ai présenté tantôt, Adji-Jack, le grand héron bleu, c'est celui qui développe un leadership à travers l'éducation, l'enseignement, et c'est nécessairement la voie que j'ai suivie. Pas pour faire plaisir à mon autodème, mais c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a montré le chemin. Vous voyez? Alors, nous sommes un petit peu dans cette conscience de la cosmovision, de la présence de Kitchen Neto, mais d'une panoplie de monédos qui nous entourent aussi et avec lequel nous sommes constamment en interrelation, visible ou invisible. Et il y a des récits, donc, parfait, c'est le fun, elle me suit bien, wow, ça c'est le fun. Il y a des récits d'origine qui vont nous mettre en relation avec tous ces esprits ododèmes et qui vont nous montrer des leçons de vie, comment on se comporte dans le relationnel avec la nature, les alliances qu'on a forgées depuis des temps immémoriaux avec le premier Anishinaabe, le premier être humain placé sur Terre, par exemple. Il faut dire qu'il y avait déjà des femmes avant le premier être humain mâle sur Terre. Ça, c'est très important de s'en rappeler. Elle est à l'origine de la vie, la femme, et puis c'est le principe féminin de l'univers, la création, la créatrice, en fait. Donc, tous ces récits fondateurs vont nous apporter des leçons de vie. Ils vont nous amener aussi à reconnaître les principes, les lois de la nature et à les respecter. Comment nous devons les respecter? Donc, un code de comportement. Alors, pour moi, le premier récit, ça a été celui de l'arbre de vie. Je m'en suis naturellement été attirée dès le jeune âge, mais sans savoir qu'il existait chez les aînés, mais il existait sous forme de bribes. Donc, j'ai commencé à entendre des petits bouts de versions différentes de l'arbre de vie. Et en tant qu'artiste, j'ai fait ce travail de reconstitution du récit, un récit qui aurait pu durer des heures, mais que j'ai dû mettre de façon synthétisée en 15 minutes pour transmettre le maximum d'enseignements, non seulement qu'on retrouve dans le récit, mais dont le récit est à l'origine de toute notre cosmovision, finalement. Donc, il s'agit d'un arbre céleste qui devient un arbre de vie, planté sur Terre, et qui, selon la prophétie dans le récit, nous amènera, nous les humains, à planter un arbre de paix sur la montagne la plus élevée de la Terre. Donc, ça devient le but de l'humanité. Donc, on pourrait dire que ce récit traverse le temps et l'histoire de l'humanité temporelle et intemporelle. On est vraiment dans le trance quand on raconte le récit de l'arbre de vie avec Eowagan, le tambour qui nous fait voyager à travers le temps. Le récit nous amène dans le présent et lorsque les participants, on va dire les jeunes, les adultes, entendent le récit, ils sont amenés à participer, à faire partie du récit pour le compléter dans un futur proche ou un peu plus éloigné. En termes d'action, quelle est notre responsabilité en tant qu'être humain sur Terre présentement avec les enjeux environnementaux, les enjeux d'extrême de pauvreté, de richesse, etc. Il y a tous les enjeux possibles. Nous sommes dans de grands défis présentement en termes de menaces, de catastrophes, mais quelles sont les solutions possibles que le récit pourrait nous apporter en termes de réflexion? Et les humains, lorsqu'on apprend à se consulter dans un cercle de parole, comment pouvons-nous mettre nos forces, nos énergies, nos ressources, nos dons, nos qualités ensemble pour résoudre ce problème? Alors, le récit nous amène sur ce terrain-là d'entente à la toute fin. Autrement dit, pour arriver à planter un arbre de paix, il faut créer un sens de l'unité. Donc, dans l'histoire, on raconte que les enfants sont allés 4 directions de la Terre. Donc, ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. Mais qu'à la toute fin, ils doivent se reconnaître comme êtres humains venus de la même source de l'arbre de vie
et former qu'une seule race humaine, finalement. C'est là où on en est rendu, nous, dans ce terrain interparadigmatique, c'est-à-dire entre le linéaire et le circulaire. Comment est-ce qu'on va relier ces deux mondes-là? Alors ça, c'est la grande question de Mireia et puis de mon défi. Alors, pour moi, l'arbre de vie pourrait être une des réponses dans le trans. Le deuxième élément que j'apporte comme enseignement, c'est cette notion du Pimatiziwin, donc du cercle de vie des 4 directions, de cette circularité, de tout ce qui est cyclique, autant dans la nature qu'au niveau de l'être humain. Alors, le Pimatiziwin est un ancien symbole mnémonique qui a traversé toute l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais aussi qui existait dans les traditions anciennes à travers le monde. Alors, il faut se rappeler de cela. On pourrait dire que c'est un symbole universel cosmique, qui est vraiment l'origine de la pensée circulaire, qui nous met en relation avec tout ce qui est vivant. De là découlent tous les enseignements séculaires de sagesse, qu'on appelle les Pimatiziwin, les enseignements, et qui a inspiré les communautés autochtones ici en Amérique pour construire des organisations de manière égalitaire, communautaire, avec une forme de gestion socio-économique basée sur le partage des ressources, la majorité donc des peuples autochtones. Vous voyez, donc, on voit qu'il y a une application pratique qui se fait aussi. Ce n'est pas seulement une conception intellectuelle, mais c'est d'abord un sentiment de faire partie d'eux et non pas d'être au contrôle de devoir dominer la Terre, mais de faire partie de la Terre-Mère comme organisme vivant. Et ça, c'est la grosse différence à l'heure actuelle. Et j'aime pas dire différence entre occidental puis oriental puis c'est ça. Non, parce que moi, j'y suis allée en France et j'en ai rencontré des gens qui suivaient, par exemple, le calendrier lunaire des 13 lunes pour développer leur savoir-faire agraire. Et ça existe partout dans le monde, des personnes qui ont cette conscience circulaire, comme il y en existe partout, autant du côté autochtone qui sont dans une démarche davantage linéaire aussi. Alors, j'aimerais pas qu'on vise l'aspect ethnique. J'aimerais qu'on décloisonne les ethnicités, parce que c'est ça qui fait partie du vrai travail d'unité, pour simplement se rendre compte que dans ce travail interparadigmatique, c'est important de reconnaître qu'il y a plusieurs types de méthodologies, plusieurs types d'approches, dont le linéaire qui nous a apporté quelques réponses en sciences, mais dont le circulaire pourrait nous apporter aussi une autre façon de voir, pour nous apporter d'autres réponses et d'autres voies de passage. Et il y a peut-être d'autres façons aussi de voir le monde entre le linéaire et le circulaire. Donc, c'est important d'explorer et de les considérer dans tous les types de sciences en recherche. Donc, vraiment, c'est cet aspect d'enlever nos préjugés et de ne pas seulement considérer la méthode empirique comme la seule et la bonne. Et pas seulement le circulaire comme qui va tout résoudre non plus. Les Autochtones ne sont pas là pour résoudre tous les problèmes du monde non plus. Vous voyez? Alors, on n'est pas plus fins les uns que les autres, mais c'est en se mettant ensemble qu'on va co-construire un monde meilleur avec des nouvelles bases d'alliance. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est pourquoi je navigue entre les valeurs humanistes, universelles et autochtones qui m'ont inspiré, bien sûr, dans mon bagage. Ah, wow, OK, on était déjà... Wow, super. Alors, je n'irai pas dans les détails de Zikinama-Diwin, mais c'est ce que je partage dans les ateliers et les formations, autant avec les adultes que les jeunes. Alors, on fait une multitude d'activités de création partant du récit d'origine, différents récits même aussi d'histoire, au symbole, à l'expression symbolique, qui va amener graduellement dans la libération de l'énergie créatrice, amener les gens graduellement capables de mettre des mots à certaines émotions, à certaines expériences ou à des savoirs expérientiels dont on a parlé tantôt.
comment mettre graduellement des mots, des expressions, des métaphores, de la poésie. Donc, aider la parole par le symbole comme vecteur de transformation dans un processus d'apprentissage, en particulier aussi pour des personnes qui vivent des difficultés, des défis d'apprentissage, mais pas seulement linguistique, à tous les niveaux. Alors, une multitude de projets, d'ateliers. J'en ai fait aussi avec des groupes interculturels qui avaient vécu des traumatismes. Et on a pu voir de quelle façon cette démarche-là leur avait permis de se libérer. Donc, pas seulement de s'adapter sur le plan matériel au Canada, mais d'être capable aussi, sur le plan psychique, de se reconstruire une identité saine dans la reconnaissance de leur bagage et d'aller rechercher ce qu'il y avait de meilleur à l'intérieur de ça, en termes de valeurs, pour être capable ensuite de mieux s'adapter sans l'assimilation multiculturelle. Et ça, c'est bien important. Donc, dans le respect du qui suis-je et d'où je viens, comment on peut développer d'autres outils pour se propulser vers l'avenir, mais dans un respect d'espace inter. Et bien sûr, en les outillant de cette manière-là, ils ont été capables de faire des études, d'aller sur le marché du travail, mais tant aussi longtemps qu'ils avaient ces blocages traumatiques, bien sûr, ils ne pouvaient pas avancer dans leur développement à la fois personnel et professionnel. Donc voilà, alors c'est toutes sortes d'exemples à travers cette démarche de contenu qu'on peut transmettre et permettre de nourrir les gens de façon physique et psychique. Alors, moi, dans mon parcours, à mi-chemin de ma vie, où j'ai enseigné, j'ai travaillé dans les musées, etc., à un moment donné, je me suis posé la question, comment être meilleure dans ce que je fais? Hein? Comment m'améliorer, comment être plus performante? Plus performante rentre donc dans la logique linéaire. Hein, exponentielle du plus, du mieux. Hein, j'étais dans cette logique-là. Et pourtant, je transmettais des enseignements circulaires. Vous voyez, la contradiction à l'intérieur de soi. Toujours préoccupé entre deux mondes. Alors, en faisant ce travail d'étude de ma propre pratique et en acceptant de me regarder aller dans mon travail de transmission, j'ai été capable de voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui pouvait permettre ce trans, mais qu'est-ce qui pouvait aussi bloquer, empêcher, quelles étaient les conditions qui me les empêchaient aussi. Et c'était pas du tout ce que moi je pensais que je devais faire, On est encore dans le linéaire. Et donc, en enregistrant mon propre verbatim, en me filmant, j'ai détecté les ondes d'ombre. Là, il fallait vraiment avoir le courage d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, rencontrer le dieu Pathos, et puis de trouver une façon, moi, d'être en relation véritable avec les émotions du moment présent pour être capable de réduire les écarts qui causaient cette problématique, qui bloquait la transmission. Alors, à la suite de mon mémoire de maîtrise, j'ai conçu ce livre qui explique toute la démarche, qu'on a appelé une pédagogie de la spiritualité amérindienne. Alors voilà le titre du livre et la raison d'avoir pondu ce livre. Alors on continue. Alors là, le fameux Nakanagewin, qui est vraiment le titre le plus important du livre, en fait, c'est une œuvre visuelle. Donc, il a fallu que je ponde un mémoire par écrit. Moi, vous me voyez très bien, là, j'ai une kinesthésique orale visuelle que je dois tout mettre par écrit, qui est quasiment impossible. Donc, j'ai dû créer une œuvre visuelle, mémoire, pour ensuite pouvoir transposer ça de façon écrite. Mais au fur et à mesure que le mémoire visuel se composait, j'ai enregistré aussi les sons du territoire.
Parce que c'est toujours de se mettre en écoute, en observation, comme lorsqu'on va à la pêche, à la chasse, à la cueillette, de données ou de fruits ou de plantes médicinales. C'est la même démarche de recherche, dans le fond, que j'ai dû mettre en place, de la même manière que mes ancêtres faisaient la cueillette, la pêche et la chasse. Voyez-vous? Donc ça, c'est fort intéressant. J'ai dû me replacer dans des méthodologies ancestrales et par croisement méthodologique, d'arriver à me replacer dans le territoire, donc dans le vital, pour être capable ensuite de transposer ça sur mon terrain en tant qu'éducatrice, artiste éducatrice, et d'être capable d'analyser toutes ces données-là. C'est comme un accouchement de soi. Alors, Nakanagewin, ça signifie la manière Anishinaabe d'être et de faire. C'est un art de vivre en harmonie dans le respect de la loi naturelle. Alors, comment transmettre dans le respect de la loi naturelle? C'est ce que nos ancêtres faisaient. Et puis, heureusement, on avait encore des modèles des aînés, encore aujourd'hui, dont j'ai eu la chance de recevoir donc des enseignements et que j'ai pu observer comment eux transmettaient, que je puisse moi aussi développer ces mêmes méthodologies-là aussi dans une classe qui n'a aucun rapport avec un territoire naturel. Alors, comment ramener le territoire naturel dans une classe grâce au monde imaginal? Et heureusement, les enfants ils ont cette faculté de l'imaginaire fertile. Alors ça, on peut dire que ça m'a aidé beaucoup, cette collaboration-là avec les jeunes. Et je vous avoue que les enseignants avaient de la misère à nous suivre. Eux, au départ, ils pensaient que tout ce que je faisais, c'était compléter le curriculum en univers social, en histoire, en art plastique. Vous voyez, de façon très fragmentée, un simple petit segment, mais là, on était dans une expérience trans avec les enfants, puis on partait dans des univers extraordinaires d'interprétation des symboles où on inventait du nouveau savoir et savoir-faire. Puis là, les enseignants, ils étaient en arrière, puis oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils se rendent compte qu'ils s'en vont dans un autre territoire d'enseignement complètement méconnu. Mais ils embarquent finalement dans le processus, eux aussi, puis je leur demandais, oui, vous aussi faites-en des symboles, entrez dans l'expérience. Et puis, wow, c'est la première fois que je peux me permettre, moi aussi, d'être sur le même pied d'égalité comme apprenant avec mes jeunes et ainsi de comprendre ce que vivent mes jeunes. Puis, finalement, comment on peut réinvestir ça dans notre classe après le départ de madame, qu'on aurait bien aimé garder toute l'année parce qu'en plus, il n'y a plus aucun problème de discipline grâce à Tewagan, le tambour, qui, par le son, vient pacifier, vient créer une cohérence entre le cœur et l'esprit et le corps. Et finalement, tous les enfants sentent qu'ils ont une place dans l'univers, ils ont une place dans le cercle de parole, qui ont quelque chose à apporter, chacun avec, non pas leur différence, mais dans leur être unique, leur unicité, dans l'unité, dans la diversité, qui, grâce à cette diversité, produit un magnifique jardin dont est composée toute l'humanité. Alors, cette diversité n'est pas une problématique dans une classe, c'est une richesse extraordinaire qu'on peut exploiter. Donc, tous les petits-enfants peuvent apporter leur pierre pour reconstruire un monde. Et c'est eux qui le reconstruisent finalement. Alors là, les enseignants disent, oh, je ne reconnais plus mes élèves, je ne savais pas qu'ils avaient autant de sagesse à l'intérieur d'eux. Ben oui, donnons-leur cette chance de s'exprimer à travers le symbole pour ensuite libérer la parole graduellement, pour mettre des mots à leurs sentiments, à leurs émotions, à leurs idées, à leur cosmovision. Tu sais. Bref, je pourrais en parler longuement de cette expérience avec les enfants. Donc, je pourrais dire que l'étude de ma pratique m'a permis de consolider ma pratique, pas pour être nécessairement meilleure, non, pour mieux transmettre, pour mieux me placer moi-même dans cet espace trans
avec les enfants, dans cette expérience immédiate du moment présent. Mais nos pieds, dans ma langue, être au bon lieu, au bon endroit, avec les bonnes personnes, en train de faire les bonnes choses avec ces personnes-là, voyez, dans le bon espace-temps. Suis-je dans le bon espace-temps aujourd'hui? Ben, d'après les petits yeux qui brillent, je pense que oui. Oh là, on va continuer. Alors, quand j'ai appelé ça art vivant, c'est parce que, principalement, oui, je travaille le récit, le symbole, l'oralité, mais là-dedans aussi, il y a des gestuels, on inclut la danse, les scénettes, ça peut s'élaborer au niveau des arts interdisciplinaires. Donc, il n'y a pas encore là d'obstacle à l'expression artistique sous toutes les formes. Ça dépend de ce qui peut être possible de faire avec ce qui m'est donné comme moyen. Alors, problématique d'adaptation d'abord pour moi-même, sur le plan psychosocial, sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Donc, il y a toutes sortes d'écarts que nous vivons entre la théorie et la pratique. Et je ne suis pas la seule non plus en tant que pédagogue à vivre tout cela. Mais sur le plan personnel, donc l'inconfort au niveau temporel, donc cette problématique contradictoire, qui semble contradictoire entre le linéaire et le circulaire. Donc, comment concilier ces deux forces-là ensemble en demeurant naturel et non pas en faisant les choses de façon imposée. Donc, tantôt, ça a été important quand la personne a parlé du désir de l'âme. Hein, et comment le désir de l'âme nous amène à aller de façon intuitive par la voie du cœur dans des façons de faire, en prenant des risques et de façon créative, donc, pour se libérer et non pas de faire les choses parce qu'on doit le faire, ça nous est imposé, nous avons un programme à suivre, etc. Et on passe à côté énormément d'opportunités à saisir, de véritablement vivre quelque chose d'unique et de magique avec les personnes lorsqu'on est dans le moment présent, à l'écoute des véritables besoins de ce qui se passe, dans les besoins physiques et psychiques, qui peuvent être complètement pas rapport avec le programme qu'on doit suivre ou faire ou soumettre. Mais si on suit cet élan naturel, on se rend compte qu'au bout du compte, peut-être qu'on peut prendre un peu plus de temps à un certain endroit pour débloquer certaines choses, mais ensuite, ça devient un élan catalyseur extraordinaire, trans, qui fait qu'on va dépasser même nos objectifs du départ. Vous laisserez ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Puis, alors, on continue. En passant, les œuvres, les images, ce sont toutes de mes créations artistiques, toujours en lien avec la matière-esprit. Je suis toujours constamment dans l'expérimentation, dans l'invention. Alors, dans le cadre théorique, il y avait Mawad, qui est vraiment le principe d'un mode de transmission d'un art de vivre, dans l'idée de l'enseignement autochtone basé sur écoute, encore une fois, observation, modélisation de la gestuelle, en apprentissage, mais qui vise l'autonomie. On veut des êtres autonomes, individuels et collectifs qui sont capables de s'adapter dans tous les types d'environnements, dans tous les types de monde, dans tous les types d'enjeux qui surviennent présentement et qui vont survenir dans le futur. Et si l'éducation ne permet pas aux gens de devenir autonomes, on rate notre coup, là. Là, s'ils deviennent des automates, ça ne fonctionne plus. Vous voyez? Donc, il faut réfléchir. Est-ce que ce que je mets en place comme mode éducationnel permet l'autonomie ou non? Alors, si oui, l'autonomie permet une espèce d'empouvoirment, une prise en charge de chaque être humain qui peut prendre part d'une manière active à la construction d'un monde. Et dans cette recherche d'autonomie, c'est important de le nourrir autant
sur le plan physique et psychique, donc émotionnel, affectif, intellectuel, corporel et spirituel, pour que lui-même se développe en équilibre entre, qui relie dans le fond sa tête et son cœur dans son action. Et non pas la tête qui s'en va d'un côté, puis le cœur qui ressent autre chose, où on camoufle ce qu'on ressent, puis on essaie de continuer avec la tête. C'est pas la tête qui mène le monde, c'est la voix du cœur. C'est par la voix du cœur que j'atteins les enfants, que j'atteins les adultes. Et c'est par cette voix du cœur qu'on peut être dans un espace inter et puis trans. Alors, où on entre dans le monde imaginaire. Le monde imaginaire, ce n'est pas l'imaginaire. Le monde imaginaire, en passant, c'est comme une grosse encyclopédie universelle qui flotte autour de tout le circuit électromagnétique de la Terre, auquel chaque être humain peut avoir accès, duquel on puise des inspirations, des idées, des heuristiques. Einstein s'en est servi, les grands penseurs philosophes aussi, les grands scientifiques. Puis moi, ben, j'essaie de continuer à me nourrir par l'imaginable. Alors, je mets les enfants en relation avec le monde imaginable. Il y en a qui y sont de façon naturelle, mais ils ne savent pas toujours comment y arriver. Donc, Wigan, le tambour, est l'excellent outil pour les amener de temps en temps à continuer à cultiver ce relationnel à travers la nature et les symboles pour continuer à être nourris par l'imaginable. Alors, c'est un phénomène transcendantal. Et le symbole qui devient toujours le mode expressif privilégié. Dans mes recherches, il y a la métis, qui est fort intéressante. C'est un concept grec que je vais résumer en une forme d'intelligence de lien, encore une fois, qui s'exprime par l'intuition, mais aussi dans le pratico-pratique, qui agit dans l'action immédiate, dans le ménopé. Donc, on peut avoir l'objectif de lancer notre flèche dans l'objectif. Okay, alors, j'ai un objectif, je lance ma flèche, mais ma métis va me donner ce qu'il faut pour me guider pour que ça rentre dans le mille. Vous voyez? Mais il pourrait y avoir quelque chose qui me distrait et qui fait que ma flèche, ça va en dehors. Donc, il y a toutes ces conditions préalables à mettre en place pour que la métis agisse dans Ménopée. Et il y a des conditions néfastes ou qui ne sont pas appropriées, qui fait que ça ne fonctionnera pas. Et les conditions sont d'abord tout à l'intérieur de soi, qu'on puisse les mettre à l'extérieur de soi en collaboration avec le milieu. Les jeunes, les enseignants, l'espace, l'environnement, nature, etc., etc. Alors voilà, le moment propice, le temps réel, le moment présent, c'est le mot clé, en fait, de cette voie de passage dans la transmission. On continue. Donc, je ne vais pas trop vous assommer avec plein de trucs théoriques, on va rouler. Alors, les objectifs, évidemment, comprendre comment ça se passe. J'aime pas le mot mécanisme, mais plutôt processus. Alors, on continue. Mishkazi, la consolidation. Donc, la consolidation donc, de ma propre pratique vers cette analyse de lien, mais la consolidation aussi qui se produit chez les participants, les jeunes, les enfants, les adultes, en termes de reconstruction de leur identité. Venez vous asseoir, entrez dans le cercle. Et donc, c'est autant à l'intérieur de moi-même que ça se passe en synchronicité qu'à l'intérieur d'eux. Et c'est là que, par le bâton de la parole, par le retour sur leur expérience vécue, que je vois si mon objectif a été atteint ou non. Donc, s'il y a eu ce passage trans, autrement dit, s'il y a eu une transmission de savoir, de savoir-faire dans ce savoir-être éthique, à l'intérieur de l'espace-temps ménopie devient complètement intemporel aussi. Alors, voyez-vous, c'est
c'est à ce moment-là que je reçois. Donc, je donne au cercle pour recevoir. On continue. Donc, évidemment, c'est un espace organique qui est complètement fluide. Et puis, bon, j'ai un déroulement d'atelier, le récit, les retours, bâton de parole, toutes sortes d'expériences perceptivo-sensorielles avec l'œuvre acquis. Ici, c'est les 13 lunes. J'aurai un petit clin d'œil en passant au frère Marie-Victorin et puis à sa compagne, Marcel Gauvreau, qui a mis sur pied les jeunes naturalistes au Jardin botanique de Montréal, à une période où nous étions dans une surexploitation environnementale sur le territoire de Tiohtià:ke, de l'île de Montréal, donc en plein essor de destruction des belles terres agricoles pour construire de beautiful buildings. Et eux sont arrivés avec cette importance de ramener le lien avec la nature pour les résidents de Montréal, mais pour tous les humains de la Terre également qui visitent le jardin botanique. Donc, on a des prédécesseurs. Et frère Victorin a fait énormément de recherches sur les plantes médicinales autochtones en particulier. Donc, on lui doit ça comme héritage. Alors, voilà. Alors, il y a tout un déroulement qui nous amène, grâce à Théougane du tambour, par des exercices de visualisation, de permettre aux enfants de se rattacher à leur ododème d'apparentement, et puis par la suite de faire des réalisations artistiques via le symbole, qui vont ensuite pouvoir raconter. Alors, on continue. Alors, voilà, on continue. C'est le modèle autochtone que j'expliquais. C'est exprimé par les arts vivants. On continue. On continue. Alors, inventons nos symboles. Il y a toutes sortes de techniques dont Aïcha et Fadila sont un petit peu au courant. On continue comme ça. Il y a plein d'activités. Donc, Kinamadouinan, autrement dit, le symbole qui devient porteur de sens, d'enseignement, de co-création, qu'on va partager donc ensemble. On continue. Donc, un art de transmission, on peut le résumer à partir de toutes ces étapes-là. C'est une approche holistique, psycho-spirituelle, qui fait appel à l'intelligence du corps et du cœur, de l'intuition, du senti, des émotions, et des souhaits de l'âme aussi, dans ce croisement inter. Alors, que j'espère qu'il devient un art de transe. Et la dernière étape, c'est passer le bâton à la parole, un outil d'éthique communicationnelle avec des règles quand même basées sur le respect, ouverture de cœur et d'esprit. Donc là, il faut quand même mettre en place des outils. On va continuer par rapport au cercle de parole. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un cercle d'apprentissage? Donc, il y a toutes sortes de choses à mettre en place. Donc, il faut comme, je dirais, former quand même les gens pour arriver à vivre ces étapes-là de façon que ce soit constructif. Donc, expérience trans, formatrice, c'est ce que je souhaite. Elle est réussie lorsque toutes les conditions sont réunies pour que Monedo traverse les armes vers l'unité au-delà des frontières. On pourrait dire que ça pourrait être ça la conclusion, en fait. On continue. Donc, cette approche de développement holistique interrelationnel, c'est moi qui l'ai mis en place, inspiré du Pimatizouin, qui explique en fait le processus est un petit peu à l'envers de ce qu'on apprend avec Piaget, par beaucoup du cognitif, perceptif cognitif. On est un petit peu dans cet espace-là, présentement l'éducation, tandis que moi, je parle du processus spirituel d'abord et avant tout. Nous sommes des êtres d'esprit, nous incarnons dans la matière, dans laquelle nous vivons des expériences corporelles et affectives, émotionnelles, dans cette construction identitaire, familiale, sociale, communautaire, et dans lequel, graduellement, nous allons réfléchir, construire du savoir à partir de ces expériences-là, bien sûr analyser, et puis synthétiser, et puis créer du sens pour le réinvestir dans notre être spirituel humain, parce que là, on est des êtres spirituels, mais humanisés, là, vous voyez?
Donc, qui doit continuer ce mouvement-là. Et lorsqu'il y a des blocages, comme je l'ai mentionné tantôt, suite à toutes sortes de traumatismes, il y a des scissions. Le mouvement ne se fait pas naturellement. Alors, il faut débloquer pour libérer, permettre ce mouvement créatif à nouveau. Ci ne vuoi?